Alright, bienvenue à l'autre monde. On c'est Stéphane François Marchand au micro. Sur mon blog personnel qui s'appelle Les Nouvelles Internationales. Mike, c'est aussi bon, on va le faire sur un anneau. C'est chier d'y croire et puis de se mettre en action. C'est chier d'y croire, il y a possibilité d'un autre monde. Eh bien, bonjour, chers éditeurs, et bienvenue à votre cyber-revue de presse L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginant, je serai avec vous pour les 2 prochaines heures sur les ondes de Choc FM, la radio alternative à Montréal et dans le monde. Nous en sommes à l'édition du, faites attention, 21 novembre 2011. Alors, je fais un petit ton ironique ici parce que la semaine passée, je me suis trompé en disant la date de l'émission et puis au lieu de dire le 14 novembre, j'ai dit le 14 février. Alors, disons que ça l'a porté un peu à la confusion. Alors, je tenais à rectifier le tir aujourd'hui. Donc, ceci étant fait, voilà, il faut savoir rire de soi quand même. Alors, des fois, on dit des niaiseries comme ça. Donc, voilà. Écoutez, c'est parti. Cette semaine, chers amis, nous avons une émission encore très chargée. On va essayer de faire le tour de ce qu'on peut. La semaine passée, j'aurais aimé vous parler de la Libye. Je n'ai pas eu le temps, donc on va toucher un peu à ça. On va commencer avec le Japon. Japon et ailleurs, donc dossier nucléaire. On va faire un petit topo sur ça rapidement. Après ça, la Libye, qu'on va passer aussi assez rapidement. Et ensuite, dans le reste de l'émission, ben, on va traiter surtout de l'économie et puis aussi de ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, on va voir comment ça va aller, là, comment ça va se placer dans l'émission. Mais en tout cas, c'est ce qu'il y a sur la table. C'est les sujets les plus chauds de la semaine, les choses les plus importantes à savoir. Donc, voilà. Ici, à l'autre monde, on prône évidemment une prise de conscience, une révolution pour passer à la prochaine étape de l'humanité vers plus de conscience, de lucidité et d'amour, disons-le. C'est ce qu'on a besoin, hein? On a vraiment besoin de plus d'amour sur cette pauvre petite planète, ma foi. Alors, donc ici, on ne prône pas la violence, bien que, comme on dit, je crois que c'est Kennedy qui avait déclaré que lorsqu'une révolution pacifique n'est pas possible, eh bien, une révolution violente est inévitable. Alors, bien malheureusement, j'ai bien peur qu'on en arrive à la croisée des chemins et qu'on arrive à un moment donné où on passe le point de non-retour et puis où la violence devienne inévitable. Et puis, c'est évidemment tout le but de l'émission ici, évidemment, c'est d'essayer de vous armer, non pas avec des fusils, des battes de baseball, mais plutôt d'armer votre mental, d'armer votre esprit avec les informations. C'est une guerre d'informations. Vous devez savoir ce qui se passe réellement pour prendre des meilleures décisions, pour arrêter de vous faire manipuler, pour arrêter de vous faire mentir, pour que vous puissiez évidemment diriger votre vie et les choix à court, moyen et long terme avec évidemment des informations valables, valides et crédibles et vérifiables.
OK, alors c'est comme si on allait sur les océans sans avoir de carte. Alors, le plus d'informations qu'on a, mieux c'est, évidemment. D'où on sait aussi le nerf de la guerre, c'est l'information. Alors voilà, c'est le nerf de la guerre. Alors pour nous ici, à l'émission, l'important c'est que vous soyez armés psychiquement, mentalement, avec les informations nécessaires pour comprendre ce qui se passe, pour éviter le pire, pour éviter justement la violence, pour éviter les effusions de sang inutiles, la souffrance inutile. Il est encore temps de donner un coup de barre, mais évidemment que plus ça va, moins il y en a de temps. On arrive au moment critique, à un moment charnière, très rapidement, un moment qui va définir le reste de notre histoire. Les gens aiment pas quand on leur place des choix binaires comme en disant vous allez avoir à choisir entre la liberté ou la tyrannie, mais c'est pourtant cela. Le paradigme de la droite et de la gauche ne tient plus. C'est aux États-Unis une nouvelle expression qui commence à sortir et puis qui a bien du bon sens. C'est on a affaire à une dictature à deux partis politiques. Alors, c'est pas parce qu'il y a deux partis politiques en apparence que ça veut dire qu'il y a démocratie. Lorsque ces deux partis-là sont complètement achetés, contrôlés par les multinationales, les lobbies de l'énergie et le lobby israélien, eh bien, à un moment donné, vous devez comprendre que qu'on vote pour un ou qu'on vote pour l'autre, on a la même affaire. Donc, c'est un oligopole, une plutocratie. C'est le système dans lequel on vit en ce moment. Ça fait longtemps qu'il y en a déjà plus de démocratie. Ce n'est plus qu'un vernis de démocratie. Si vous pensez que c'est ça la liberté, que c'est ce que vous vivez, que c'est la définition de la liberté, peut-être qu'il serait temps de s'arrêter un peu et puis de se demander si vous êtes vraiment libre. Êtes-vous libre de rester chez vous le matin? Êtes-vous vraiment libre dans votre vie? Ou c'est quoi ce sentiment qu'on a tous, qu'on a dans le cœur, au niveau du plexus solaire, on dirait dans le ventre, le souffle court, pesant, cette roche, on dirait qu'on transporte tous à l'intérieur. C'est un peu cette prise de conscience qui est en train de faire la planète avec qui prend différentes formes en réalité, pris différentes formes lors du H1N1, lors du déversement de pétrole incroyable de BP. Maintenant avec le Occupy Wall Street, le mouvement, la planète est en train de s'éveiller à qui est l'ennemi de l'humanité. J'aime pas parler de guerre, j'aime pas de tracer de lignes et puis d'essayer de comment je dirais, d'être dans le mindset, comment on appelle ça, le genre de, si vous voulez, d'espace mental où on vit dans la guerre. Alors évidemment que je pense que ce serait la plus grande faute. Il faut vivre dans un espace intérieur de paix. Mais il faut savoir aussi reconnaître lorsque quelqu'un ou une entité ou peu importe nous fait la guerre lorsqu'on est sous attaque. Je crois que c'est un mécanisme de survie de base essentiel de reconnaître lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on est menacé, lorsque notre intégrité psychique et physique sont menacées. Et puis à ce moment-là, ben, de prendre les mesures nécessaires pour régler la situation. Alors, voilà, beaucoup de réflexions. Alors, je commence avec ça. Puis ça concerne toutes sortes de dossiers, autant Fukushima que la Libye, que ce qui se passe avec la démonisation de l'Iran en ce moment, de la Syrie, partir d'une troisième guerre mondiale, avec l'économie. Comme je disais, les gens sont en train de devenir conscients que leurs maîtres, on a des maîtres. Ben, on a des maîtres parce que on en est inconscient, mais on est des esclaves. Jusqu'à temps qu'on en prenne conscience, première étape, après ça, on peut s'affranchir. Mais si on n'en prend pas conscience, si on le vit dans le déni, ben, à ce moment-là, la propagande prend tout son sens. Vous savez, le seul but de la propagande gouvernementale, ou peu importe, c'est pas tant de façonner la pensée des gens ou de leur faire croire des affaires. La propagande, grosso modo, c'est tout simplement de donner une excuse facile aux gens qui savent que quand ils sont devant le choix, pas en fait devant le choix, mais devant une tyrannie, lorsqu'ils font face à une tyrannie, qu'ils se rendent compte que... Puis attention, la tyrannie, on n'a pas besoin d'être à 100% dedans avant de réagir, c'est-à-dire que
la seule chance de l'éviter en réalité, c'est de s'en apercevoir lorsqu'elle est en train de monter. Si on n'est même pas capable de voir les signes lorsqu'elle est en train de monter, ben, à un moment donné, inévitablement, il va être trop tard. Mais, mais bon, comme que je disais, l'humanité est en train de prendre conscience que on est en train de tomber sous la coupe euh, de gens qui rêvent de domination mondiale, de suprématie mondiale, qui nous voient comme du bétail, des gens qu'on peut mener à l'abattoir, euh, qui n'a pas plus de valeur réellement qu'un animal, qui sont trop sans dessein pour prendre leur destinée en main, des gens qui ont besoin d'être menés, qu'on leur dise quoi faire, quoi penser. Puis la propagande, ben c'est ça, le but de la propagande, c'est tout simplement de donner une excuse facile à ces gens qui refusent de voir la vérité en face. Parce que lorsqu'on voit la réalité en face, et puis qu'on voit qu'on est soit esclave, qu'on est face à une tyrannie montante, eh bien, il faut faire un choix. Un choix qui peut aller qui peut aller coûter jusqu'à le prix d'une vie, des sacrifices énormes, des patriotes qui se sont battus, qui ont décidé de mettre leur vie en jeu pour un idéal d'un monde meilleur pour les générations à venir et pour eux-mêmes, mais peut-être des fois au prix de leur vie. Et puis, écoutez, cette propagande-là qu'on met de l'avant un peu partout, comme la guerre contre l'Iran et puis ainsi de suite, ça donne un prétexte facile aux gens qui veulent pas se battre, aux gens qui ont pas de colonne, aux gens qui, lorsqu'ils voient qu'ils sont menacés ou qu'on les menace, qu'ils sont en danger même, qu'ils sont attaqués, ne réagiront pas, vont se laisser faire. Ou qui vont même nier qu'ils sont sous attaque. Parce qu'évidemment, ce sont des choix difficiles. Quand on arrive face à des situations comme ça, la vie prend un autre sens. Je veux dire, c'est sûr qu'aller travailler 40 heures par jour, mener sa petite vie, tranquille, puis ignorer le reste, prend plus bien de sens. Parce que tôt ou tard, ce déni-là de la réalité finit par nous coûter très cher parce qu'à un moment donné, on arrive à une situation où lorsque les tyrannies sont installées, elles deviennent très difficiles à combattre et puis de renverser la vapeur, évidemment. Donc, écoutez, à Fukushima, chers amis, et puis dans le monde, la situation du nucléaire continue de se dégrader, on n'en parle pas. On n'en parle pas dans les médias, c'est ce qui est le plus inquiétant, c'est de voir que encore là, il y a un déni de la réalité, un déni grave. Vous allez voir dans le dossier de l'Iran, si on a le temps d'y arriver durant l'émission, l'Iran a encore été attaqué officiellement la semaine passée par la nouvelle version, la nouvelle génération du virus Stuxnet, qui s'appelle Doku maintenant, une nouvelle variété, un virus sur lequel on a opéré, si vous voulez, une mutation. Et puis, ça veut dire que les centrales nucléaires sont encore sous attaque, ont été attaquées récemment. Et étant donné que ce virus-là se propage dans le réseau informatique, ainsi que le web, l'Internet, eh ben, on se trouve à avoir un virus qui peut potentiellement attaquer toutes les stations d'énergie nucléaire, de production d'électricité, d'énergie nucléaire, centrales électriques nucléaires, à travers le monde. Alors, curieusement, ben là, on se retrouve avec toutes sortes de situations. Ouais, la semaine passée, où on a eu des troubles comme ça, donc pas seulement qu'à Fukushima au Japon, mais on a eu en Europe différents problèmes. Le premier, on a eu un feu dans un réacteur. Ça, c'est sur une centrale nucléaire en Suède. Alors là, on dit écoutez, on a eu des dommages qui ont été causés apparemment par un aspirateur qui aurait causé plus de 250 millions de dollars de pertes. On dit que là, il n'y a pas de danger à la santé humaine. Hein, on vous raconte tout le temps les mêmes affaires. Il y a eu cette histoire très curieuse aussi là la semaine passée qui a flotté, qui a touché un peu les médias. Je pense que c'est la seule histoire qui réellement a touché les médias de masse.
c'est cette histoire où on a trouvé des taux d'iode qui flottaient dans les airs au-dessus de l'Europe. Alors, vraiment particulier. On dit que les taux n'étaient pas nécessairement très très élevés, mais qu'ils étaient quand même au-dessus des normales. Et cela signifiait qu'on a eu soit un accident ou une urgence dans un réacteur nucléaire quelque part qui requérait de ventiler des substances radioactives dans l'air. Et puis là, on a cherché la source toute la semaine. Certaines personnes pensaient que ça venait de Fukushima. Apparemment que c'était trop frais, donc pour devenir de si loin que ça. Et puis là, on a cherché toute la semaine, on s'est relancé la balle d'un bord puis de l'autre. On a trouvé de l'iode 131 dans l'air. Et puis, je vais vous laisser un tas d'articles qui parlent de ça. On dit que l'iode 131, pour apparaître dans quantité mesurable, doit résulter d'une réaction en chaîne, une fission d'uranium qui c'est quelque chose en fait qui prend place dans un réacteur nucléaire qui est en fonction. Alors, alors on dit que là, écoutez, on a remarqué ces hausses là de d'iode 131 et 132 un peu partout au-dessus de l'Europe, surtout de l'Europe de l'Est. Là, on avait accusé la Hongrie. Un laboratoire là-bas, le directeur lui a déclaré que ça ne pouvait pas quelque chose qui aurait pu couvrir l'Europe. Après ça, on a regardé c'est ça du côté de Budapest. Alors, comme je vous disais, ensuite, donc là, on a trouvé, comme je vous disais, probablement la source, mais c'est probable, on n'a rien de certain encore. Budapest, comme je vous disais un peu plus tôt, alors on a pointé du doigt un institut qui se trouve là-bas, qui aurait été la source de cette... en fait, c'est un genre de nuage assez massif, mais qu'on dit sans danger, qui s'est étendu à travers l'atmosphère au-dessus de l'Europe. Alors, quand même, assez particulier. On trouve de l'américium 241 et du plutonium dans tous les échantillons de sol le long de la côte de Fukushima. Alors, ça aussi, c'est un autre dossier particulier qui est assez inquiétant parce qu'on sait que le plutonium est une des matières les plus toxiques qui existent sur la planète. Donc évidemment de retrouver ça comme ça un peu partout dans la nature, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Des radiations qui ont triplé dans les niveaux au mois de mai dans la ville de Soma et dans d'autres régions aussi dans le nord du Japon. Alors on a retrouvé aussi des retombées beaucoup plus importantes qu'on croyait. Alors évidemment que la vérité commence à sortir de plus en plus. Alors, on a ici un autre, je crois que c'est une vidéo, ouais, c'est ça, Fukushima, travailleur qui filme son compteur et puis on voit les radiations qui montent à 1,32 sieverts par heure. Alors écoutez, ça, c'est des chiffres absolument catastrophiques, là. On parle de 1 320 000 microsieverts à l'heure. Ce sont évidemment les mêmes unités, là. Donc, évidemment, passer 1 sievert à l'heure, là, ce sont des niveaux de radioactivité extrêmement dangereux là, pour la santé. On est quasiment certain d'avoir une chance sur deux, là, un cancer là, à court moyen terme. Alors, assez incroyable, ça, c'est une conférence de presse de TEPCO et puis qui s'est déroulée le 16 novembre, qui a été publié, puis on voit un robot qui est en train de nettoyer des rails dans le réacteur numéro 3. Et puis, ben écoutez, TEPCO a utilisé ce robot-là parce que les taux de radiation sont trop élevés dans le réacteur numéro 3. Et puis, l'affaire, c'est que la vidéo a été tournée par un travailleur humain. Et puis, en premier, on voit les niveaux de radiation qui sont seulement, entre parenthèses, là, guillemets, disons, 700 millisieverts par heure, ce qui est déjà extrêmement élevé. Et puis, ça saute ensuite à 1300 millisieverts par heure. Donc, allez voir ça, la vidéo qui a été tournée le 14 novembre. Vous avez à la marque là, 22 minutes 30 secondes dans la vidéo, là, vous allez voir ça. Des taux de radiation là, très, très, très élevés, là, absolument inquiétants. On parlait des réacteurs numéro 5 et 6 la semaine passée. Alors, encore là, on a eu des relâchements, des problèmes qui se sont passés là, possiblement même des réacteurs qui sont entrés en fusion. Et puis là, dans un article ici, on parle de la température du réacteur numéro 5 et numéro 6 qui était plus chaud que 200 degrés Celsius.
Ça, c'est des données qui ont été dissimulées entre le 11 mars et le 15 mars dernier, 2001. Un autre événement, le 19 mars, alors les réacteurs étaient encore à 183 degrés Celsius et l'autre numéro 6 à 167 degrés Celsius, qui est évidemment très très élevé. Euh, Aussi un autre problème, c'est les quantités d'eau contaminée qui sont sous ces réacteurs. Alors on a 300 mètres cubes sous le réacteur numéro 5 d'eau extrêmement contaminée, radioactive, et plus de 13 500 mètres cubes sous le réacteur numéro 6. N'oubliez pas aussi que les réacteurs numéro 5 et 6 ont aussi eux autres des piscines pour entreposer le combustible nucléaire qui est déjà utilisé, en plus des réacteurs. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas juste les combustibles, le combustible dans les réacteurs qui sont en danger, mais c'est tout le combustible qui est entreposé là. Donc, on parle encore là possiblement de plusieurs dizaines, de centaines, peut-être même de milliers de kilos. Alors, voilà. Donc, des nouvelles qui ne sont pas des plus encourageantes. Euh, on a des fermes où on trouve des taux de radiation très élevés aussi, des récoltes qui ont dû être abandonnées, des reporters ici qui parlent, qui eux autres ont reporté proche de Fukushima, des gens qui reviennent se sentent malades, fatigués, leur dosimètre mesure 75 microsieverts par heure de radioactivité. Alors écoutez, tous les gens qui se retrouvent proches d'une façon ou d'une autre s'en sortent dans un piteux état. Ici, on parle, ça c'est l'ingénieur nucléaire Arnie Gunderson, dont je vous ai souvent parlé. Lui, il révèle dans une vidéo aussi que les trois réacteurs de Fukushima, numéro 1, 2, 3, avaient des quantités énormes de plutonium à l'intérieur des réacteurs avant qu'ils ne fondent, avant qu'ils ne rentrent en fusion. Alors écoutez, ça aussi, là, c'est pas des choses très très rassurantes. Évidemment que ça fait des liens avec le plutonium aussi qu'on retrouve à l'extérieur de la centrale lorsqu'on a eu ces détonations d'hydrogène. Alors écoutez, c'est vraiment dramatique là, ce qui se passe là-bas. Vous avez le président de TEPCO qui s'est excusé pour l'accident à Fukushima, ainsi que ceux de Daini. Alors, pas juste celui de Daiichi. Alors là, vous savez, on parle tout le temps de Fukushima Daiichi, les réacteurs numéro 1 à 6, mais il y a eu aussi d'autres problèmes à d'autres centrales nucléaires dont on n'a presque pas parlé, à part sur quelques émissions comme ici à l'Autre Monde. Et pas seulement que celle d'Aini. Daini, c'est un autre qui est un peu plus au sud que Daiichi. Mais vous avez eu aussi d'autres problèmes. Vous aviez une autre centrale où vous aviez un genre de bras mécanique, là, un genre de grue métallique là, de plusieurs tonnes qui était tombé dans un des réacteurs qu'on n'était pas capable d'extraire. Une autre place où on fabriquait le MOX, alors le genre de combustible hybride là, d'uranium et plutonium. Toutes sortes d'endroits comme ça au Japon là, qui ont été touchés. Mais on ne parle que de Daiichi, encore une autre façon de couvrir une partie de la réalité. Et puis TEPCO vient de s'excuser, comme je disais, pour ces deux centrales-là. Alors vous voyez que quand même ça vient de la bouche du loup, là. C'est pas juste à Daiichi qu'il y a des problèmes. Un autre travailleur aussi de Fukushima qui parle de ses souliers qui ont fondu de façon instantanée lorsqu'il était proche du réacteur. Ça, c'est des informations qui ont été repêchées alors qu'on avait un travailleur qui participait à un forum. Ensuite, écoutez, Gunderson qui parle qui est vraiment inquiet sur les effets à long terme sur la santé des gens qui vivent dans le nord du Japon. Et les évacuations à Fukushima sont pires que celles qui ont été faites à Tchernobyl. Alors évidemment qu'on est en train de condamner une partie de la population au Japon pour on les laisse vivre dans des zones extrêmement contaminées qui sont pires que celles qui étaient requises à évacuer à Tchernobyl. Alors vous voyez, là, c'est quand même assez incroyable. Les reporters, différents reporters dont le New York Times là, qui se promenaient autour de Fukushima, un genre de tour là, qu'on leur faisait faire. Et puis on ne leur avait pas permis de descendre en fait de l'autobus sans des habits contre la contamination leur complet. Vous aviez CNN ici qui rapporte des lectures de radiation à plus de 1000 microsieverts proches des réacteurs. Alors, vous voyez, là, une scène là, vraiment inquiétante. Là, comme je vous dis, là, la situation est loin d'être entrée dans l'ordre.
Donc, une autre place ici, c'est Manichi, qui en fait c'est une autre personne ici qui parle de encore de combustible qui semble s'échapper des réacteurs puis des bâtiments. Alors, ça continue d'ailleurs de brasser là-bas aussi. Euh, donc, écoutez, là, un paquet d'articles comme ça, le xénon ici qu'on parle, qui est très dangereux pour la santé, qu'on retrouve un peu partout. Ensuite, vous avez des radiations aussi qui se sont propagées plus au sud jusqu'à Tokyo. On en retrouve un peu partout, là, même jusque sur les terrains d'école, les terrains de jeu, etc., etc. 26 maisons qui ont été décontaminées au Japon, mais seulement 4 ont atteint la cible de réduction de radioactivité. Alors, on dit ici, les officiels déclarent que les taux de radiation ne vont pas baisser aussi facilement tel qu'on le pensait. Alors, c'est très difficile de décontaminer, on n'y arrive pas facilement. Ensuite, un autre article ici d'Arnie Gunderson, lui qui est passé sur le show à 5 heures de Shadow avec Robert Knight. Et puis, lui, il dit qu'il devrait avoir des inquiétudes très sérieuses à propos du Japon. Le pays pourrait avoir 20 à 30% d'augmentation de cancer, peut-être même plus haut à Fukushima. Alors, vous voyez, là, on parle pas d'une situation aussi, là, anodine. Ensuite, écoutez, bon, on parle ici de nombre de naissances qui ont décliné de façon significative à Fukushima et à Tokyo entre avril et le mois d'août. Vous avez les données dans cet article-là. On dit que c'est basé sur des réponses valides d'environ 750 hôpitaux. Et puis, l'association a estimé qu'il y avait eu 1000 naissances de moins que l'année précédente dans la préfecture de Fukushima, pour un total combiné de 2000 naissances de moins dans la région de Tokyo, Chiba et Kanagawa, alors dans ces préfectures. Donc, toutes sortes de trucs comme ça, les conifères où on mesure des taux de césium à plus de 220 000 becquerels par kilogramme, ce qui est 10 fois plus que dans les feuillus. Alors, ça aussi, ça a l'air à s'accumuler plus dans les sapins, puis les conifères, ainsi de suite. Donc, quand même, là, vous voyez, là, toutes sortes d'articles comme ça, le riz qui a été contaminé au-dessus des limites, à plus de 60 km de Fukushima. Donc, toutes sortes de nouvelles comme ça, là, je vous dis, là, qui sortent sur l'état de santé des gens qui vivent dans ce coin-là. Et puis, réellement, là, ça, comme je vous dis, c'est assez inquiétant de voir la différence de ce qui se passe sur le terrain et puis ce dont on vous parle, en fait, ce dont on vous parle pas du tout dans les médias de masse. Donc, des précautions à prendre probablement dans les régions de Seattle, Vancouver, Portland. Peut-être on conseille aux gens de laver les souliers, peut-être aussi la nourriture qu'on rentre, bon, qui a poussé à l'extérieur, ainsi de suite. Alors, on a détecté encore là des taux de radiation trop élevés dans des endroits du nord-ouest du Pacifique. Alors, ça aussi, là, c'est de quoi qui devient de plus en plus sérieux. On se rend compte que la côte ouest du continent nord-américain a été assez quand même lourdement touchée. Aux États-Unis, vous avez un camion qui s'est renversé, qui lui transportait du combustible nucléaire. C'est à Memphis, sur une autoroute là-bas. Alors, assez particulier aussi, on dit que aucun de ces crayons de combustible n'est tombé du camion. Et on ne parle pas des dommages qui ont été causés, évidemment, qu'on vous dit qu'il n'y a eu aucune contamination qui s'est passée là, aucun problème. La vie est belle, ça va super bien. Ensuite, dans les filtres à air, ben, on a trouvé des taux de radioactivité au-dessus de 300%, les taux normaux, là, de background, là, qu'on appelle, là, je ne sais pas comment on dit en français, là, donc ambiant, si vous voulez, dans la région de Los Angeles. Alors, on détecte de la poussière radioactive comme ça, plus de 350 ppm dans la région de Saint-Louis. Donc, vous voyez, là, Saint-Louis, là, on parle là, de presque de la côte est. Donc, ça couvre évidemment toute la section là, du continent américain. Donc, on parle du Canada et des États-Unis, plusieurs articles qui parlent de cela. Donc, voilà pour ce qui est du dossier de Fukushima. Là, on va faire rapidement le tour du dossier de la Libye, parce qu'avec des informations très importantes qui sont sorties les 2 dernières semaines. La semaine passée, j'ai pas eu le temps d'en parler, donc on couvre les 2 dernières semaines. Bon, dans les nouvelles, on a ici
voyez encore là, vous allez voir là ce qu'on vous rapportait ici sur l'autre monde. Puis je dis pas ça pour me vanter ou me péter les bretelles, là, ça n'a rien à voir là. Je veux dire, c'est une question de vous montrer que il y a moyen de suivre l'actualité, il y a moyen de défricher cette jungle informationnelle qu'est le web, de trouver des bonnes sources d'informations. Moi, je ne fais que vous les rapporter, là, donc le seul mérite que j'ai, c'est de passer mon temps à faire ça, là, réellement, là, ça se trouve après être ça, là. Donc, je suis pas là pour prendre crédit ou quoi que ce soit, là, des nouvelles. C'est des nouvelles qui sont disponibles, il faut savoir les trouver. Et puis, mon point où je vais en arriver, c'est que euh, on a des nouvelles qui circulent, hein, sur le web, qu'on vous rapporte ici sur l'émission, souvent des mois à l'avance. Et puis, avec le temps, toutes ces informations s'avèrent être bien souvent très proches de la réalité. Okay? Pour éviter les mots comme dire la vérité ou quoi que ce soit, là. Je veux dire, la vérité, les personnes qui détiennent la vérité à 100%, là, donc on essaye d'aller avec des coups des coups de pinceau pour essayer de brosser un tableau euh, avec la meilleure perspective possible, en essayant de peindre les différentes nuances le mieux qu'on peut dans le temps qu'on a pour essayer de se rapprocher le plus possible de la réalité, de ce qui se passe réellement. Évidemment que c'est une question de perception, c'est une question d'analyse, c'est une question de pensée critique, et puis c'est ce qu'on essaie de faire ici dans le fond sur l'autre monde, c'est de stimuler votre pensée critique, de vous amener à penser, à réfléchir, à vous poser des questions, chercher par vous-même, vous faire votre propre idée. Mais une chose est certaine, c'est que depuis le début de ce qui se passe en Libye, on vous rapporte ici sur l'autre monde que c'est probablement dans les livres d'histoire, si on dit que si on prend pour acquis, mettons, ok, disons, c'est pas une bonne expression. Si on suppose que dans, mettons, 100 ans d'ici ou 1000 ans d'ici, on en arrive à écrire des livres d'histoire qui soient objectifs, j'ai bien l'impression, c'est mon opinion, là, ça vaut ce que ça vaut, mais je crois qu'il est assez évident que des histoires comme ce qui s'est passé en Libye, qu'on a couvert d'étiquettes, de fausses étiquettes, de guerre humanitaire, d'intervention pour protéger le peuple, etc., etc., va s'avérer être probablement une des pires agressions, les plus barbares, les plus violentes, agressives, jalonnées de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité concernant tout ce qui s'est passé en Libye. Okay? Et puis, les informations qui sortent et puis qui vont continuer à sortir vont continuer à corroborer ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Et puis, vous allez en avoir un exemple assez flagrant avec les nouvelles qui sont sorties. Écoutez, ici, vous voyez une nouvelle où on parle du premier ministre qui vient d'être choisi de la Libye. Et puis, ce monsieur-là se trouve à avoir une double citoyenneté américaine et libyenne. Ah, ben, regardons ça, c'est assez particulier. Hein? Alors, lui, il a été élu lundi dernier. Alors, ça, c'est un professeur en ingénierie. Alors, il a été éduqué aux États-Unis. Et puis là, il va servir comme premier ministre dans la période d'après-guerre très critique qui s'ouvre maintenant en Libye. Et puis là, lui, il va essayer de créer une armée parmi les centaines de milices, de tout croche, de barbares, de guerriers, de mercenaires et puis de terroristes, de gens affiliés à l'Al-Qaïda. Hein, donc, comment il s'appelle lui? Abdourahim El-Kaib. Hein, un double citoyen américain-libyen. Il a été choisi par les membres du Conseil national transitionnel. Et puis, bodoum. Là, on dit qu'on rentre dans une ère de démocratie. Voilà. On vient d'installer une nouvelle marionnette contrôlée par l'Occident / sioniste. Alors, ensuite, maintenant, révélé ici, un article a été publié dans le Daily Mail.
On parle de comment des mercenaires américains ont offert à Kadhafi un deal de 10 millions de dollars pour fuir la Libye. Alors, avec la violence et le chaos qui est en train de s'installer en Libye, alors que le pays est en train de descendre dans une guerre civile qu'on appelle, une guerre civile, ouais. Je dirais pas une guerre civile, mais une guerre fomentée, une déstabilisation du pays fomentée, en tout cas. Poursuivons l'article. On dit que vous aviez un groupe de mercenaires, d'individus, en fait, qui ont vu une opportunité de business très lucrative. Alors, c'est 4 Américains, un ancien agent de la CIA, un expert sur le terrorisme à DC, donc Washington. Ensuite, un avocat de Kansas City. Et puis, un membre du Republican National Committee, alors le comité national républicain, se sont offerts à Kadhafi comme consultants pour être engagés, selon un nouveau document qui a été trouvé à Tripoli, dans un bâtiment gouvernemental et qui a été publié maintenant, même jusque sur Facebook. Combien qu'on a demandé? 10 millions de dollars. Vous voyez comment ces trucs-là sont organisés? Là, vous avez Kadhafi, son fils qui vient d'être capturé. Alors, vous avez plusieurs photos qui le montrent dans une prison avec ce qui apparaît être des doigts manquants. Alors, on va voir ce qui va arriver avec son fils. Et en tout cas, s'il y a un bon côté à ça, écoutez, moi personnellement, je trouve que c'est une folie marrette ce qui se passe avec la famille Kadhafi. Là, maintenant, ils font les frais d'une vendetta. On va les pourchasser puis les éliminer un par un. Mais ça va avoir le mérite de garder ce dossier-là à l'avant-scène médiatique et puis qu'on puisse continuer de le démonter au fur et à mesure, semaine après semaine, pour le montrer pour ce qu'il est, pour montrer, pour braquer, si vous voulez, les projecteurs sur ce qui s'est passé en Libye, montrer ce qui se passe là réellement. Là, vous avez des genres de guerres intestines qui commencent à naître en Libye. On vous en parlait les semaines précédentes, qui vont évidemment faire couler beaucoup de sang pour différents intérêts, dont le pétrole. Alors, là, vous avez aussi, écoutez, l'Angleterre qui se frotte les mains. Hein? L'Angleterre, vous avez différents reportages qui ont été publiés ces 2 dernières semaines où on voit que finalement l'Angleterre s'est fait un chemin avec ses bombes en Libye et puis maintenant va finalement accéder au pétrole libyen qu'on dit d'une qualité très haute, le sweet crude oil, hein, presque raffiné déjà, sous-sol, vraiment un pétrole de très haute qualité. Et puis, ben là, écoutez, c'est une opportunité commerciale. Les armées sont là finalement pour défendre et protéger et ouvrir les intérêts des multinationales et puis surtout des cartels de l'énergie comme le nucléaire et le pétrole. Un coup qu'on a pris contrôle de la région, ben là vous avez toutes les multinationales qui s'installent, prennent contrôle des ressources naturelles. Alors vous avez maintenant un gold rush qui est parti. L'Angleterre qui va maintenant va se lancer dans la grande business très lucrative. On dit que c'est environ plus de 300 milliards de dollars en contrat sur les 10 prochaines années qui est disponible maintenant, qui pourrait être offert à des compagnies privées. Alors c'est le gold rush des compagnies occidentales qui veulent maintenant s'arracher leurs morceaux du gâteau. Alors vous savez, pour eux autres, ça coûte quelques milliards pour tout détruire. Et après, on peut rafler des centaines de milliards de dollars en contrat pour la reconstruction et pour ensuite mettre la main sur les ressources naturelles. Alors finalement, la guerre fait beaucoup de sens pour la business. C'est un petit investissement pour des retombées gigantesques. Hein? Il faut être conscient de ces choses-là. Alors, plusieurs articles ici là, qui vont dans ce sens-là, qui vont vous expliquer comment que maintenant l'Occident voit la Libye comme une opportunité pour le business. Maintenant, vous avez aussi la terreur, la revanche, maintenant qui sont en train d'engouffrer l'OTAN, en fait la Libye de l'OTAN. Alors, vous avez maintenant des squads, des unités qui font disparaître des gens, des membres de famille, des associés, toutes sortes de personnes comme ça qui disparaissent,
des gens qui se voient confisquer toutes sortes d'affaires, même leur maison, leur char, leur fourniture. La torture qui devient un moyen normal pour avoir de l'information illicite. Alors on recommence à torturer les gens. C'est assez incroyable. Vous avez le rebelle libyen Mehdi Arati qui avoue avoir reçu 200 000 euros de la CIA. Eh oui, le cambriolage de la demeure irlandaise de Mehdi Arati, un célèbre leader de la rébellion libyenne, adjoint du commandant militaire de Tripoli, Abdelkrim Belhadj, laisse la police du blé perplexe, on dit dans cet article. Alors, quand même assez incroyable, là. Vous avez un article ici là, qui parle de cette histoire. Alors, voyez, ça pullule comme ça. Un autre article que je vous ai laissé, très important, vous avez, il est tout en jaune, là, vous allez voir, là, très important. On parle de l'argent or de Kadhafi qui aurait complètement dévasté le dollar américain. Alors, le plan de Kadhafi qui était de quitter, si vous voulez, la vente du pétrole libyen en dollars américains, qui demanderait des paiements plutôt en dinars or. Alors, je vous en ai parlé très régulièrement. C'était pour être une nouvelle monnaie africaine faite d'or, qui était vraiment la vraie cause de renverser Kadhafi. Alors, le régime de Kadhafi était assis sur des quantités massives d'or, estimées à peu près à 150 tonnes, et qui poussait lui aussi pour pousser les gouvernements africains et du Moyen-Orient à suivre aussi dans la même voie. Okay? Donc, cela aurait pu avoir le potentiel de tout simplement amener à terre, de jeter à terre le dollar et le système monétaire international et par extension, donc tous les pouvoirs des financiers, des banquiers internationaux mondiaux. D'ailleurs, vous avez le président Nicolas Sarkozy qui lui est allé supposément à la guerre contre la Libye parce qu'il déclarait que la Libye était une menace à la sécurité financière du monde. Apparemment que les insiders étaient en train de paniquer par rapport au plan de Kadhafi. Ce qu'on appelle comment qu'on appelle ça? The Clash of Civilization. Ben voyons donc. Le choc des civilisations, voilà. Ce fameux choc des civilisations, réellement, ce que c'est une guerre entre différents systèmes bancaires. Okay? Donc, le vrai crime de Kadhafi était qu'il voulait ces gens libres du système bancaire privé central qui a un comportement prédateur avec son système basé sur la dette. En d'autres mots, Kadhafi voulait un système économique pour le peuple de la Libye, un peu comme les États-Unis l'avaient fait originalement quand ils se sont séparés de l'Angleterre. OK? Kadhafi, finalement, voulait sa nation libre de la même sorte, si vous voulez, de banquiers privés, de banques centrales privées que les Américains se sont battus durant la première révolution pour devenir libres. OK? Donc, le gouvernement américain, agissant comme le bras militaire de la Fed, du système de la fédérale de réserve bancaire aux États-Unis, de la Fed, a assassiné Kadhafi et ont massacré le peuple libyen par milliers de personnes, par milliers, pour les forcer à accepter le même système bancaire qui a détruit l'Amérique. Système bancaire qui s'est réinstallé aux États-Unis en 1913 avec la Fed, la Federal Reserve System, qui est détenu par des banquiers privés. Vous avez d'ailleurs dans les nouvelles économiques un lien par rapport à ça, où vous avez encore un insider de la Fed qui avoue dans une présentation qu'effectivement la Fed est privée, qu'il y a des dividendes qui sont versés. C'est une compagnie privée. Alors, des articles absolument importants comme ça, allez voir. Libye, c'est une attaque des globalistes sur une souveraineté nationale. Alors, plusieurs liens à aller voir comme ça, vous allez voir les accomplissements qui ont été faits en Libye, c'est loin d'être la misère comme on vous a vendu.
Vous allez voir que la propagande, évidemment, ne colle pas avec la réalité quand vous allez voir les accomplissements dont dont j'ai régulièrement parlé ici sur l'émission, qui se sont faits en Libye. Donc, allez voir ça. Je vais vous laisser plusieurs infos et une autre nouvelle ici quand même qui vaut la peine d'être nommée. Vous avez les États-Unis qui ont des projets dans des zones de guerre, dans plusieurs zones de guerre en ce moment. On en parle aussi souvent ici sur l'autre monde. Les États-Unis qui sont en train de mener au moins 8 à 10 guerres. Je ne sais pas si j'ai besoin tout le temps de les répéter encore d'émission en émission, mais si vous venez d'arriver sur l'émission, vous devez comprendre que les États-Unis, soit en étant sur le sol directement ou à l'aide d'attaques aériennes ou avec des drones pilotés à distance qui larguent des bombes, ou en finançant directement et en armant des factions dans différents pays, les États-Unis se battent contre plusieurs nations. On compte évidemment l'Afghanistan et l'Irak. Ensuite, vous avez le Pakistan qui est attaqué régulièrement. Ensuite, vous avez le Yémen, la Somalie, l'Ouganda. Donc, vous avez plusieurs nations, ok, là, le Yémen. Vous voyez, à un moment donné, les États-Unis ne vont pas y arriver, ça coûte énormément d'argent et ça demande des capacités militaires qui dépassent les capacités à un moment donné, hein, de se projeter partout à travers le monde. OK? Donc, là, on va avoir besoin de petits copains. Et puis, un de ces copains qui va venir aider à surveiller le monde pour les États-Unis, ça va être le Canada. Alors, le Canada, ici, on a un article qui s'appelle « L'armée ouvrira de nouvelles bases à l'étranger ». Alors, voyez comment le Canada s'en va en guerre dans le monde. Les forces canadiennes s'installeraient dans 7 pays, dont le Koweït. Alors, on parle d'installer des bases en Jamaïque, en Allemagne, Sénégal, Kenya, Koweït, à Singapour, en Corée du Sud. Alors, les forces canadiennes préparent la mise en place de 7 bases militaires de ravitaillement à travers le monde qui permettront au Canada d'intervenir rapidement dans toutes les régions. OK? Pendant ce temps-là, on apprend des autres nouvelles ici d'Activist Post. C'est officiel. Le printemps arabe, c'est une version qui a été financée par les États-Unis. Alors, un autre article là, ici là, qui vient détailler ceci. Très important pour vous d'aller voir. Pendant ce temps-là, vous avez les Goldman Sachs aussi, vous en avez parlé dans les nouvelles. Les fameux Goldman Sachs sont partout, derrière la dette grecque, ils sont en train de faire tomber l'Europe au complet. Goldman Sachs qui compose à peu près la moitié du gouvernement d'Obama, qui sont en train de prendre contrôle de tous les pays d'Europe. On a commencé à en parler la semaine passée. Hein? La Grèce et l'Italie qui viennent de souffrir d'un coup d'État financier. Et puis maintenant, les clés de ces pays-là, la direction de ces pays-là, la présidence de ces pays-là, l'Italie, la Grèce, ont été donnés maintenant des pions, des grands financiers, des grands banquiers internationaux, Banque mondiale, FMI, Goldman Sachs. Goldman Sachs qui a fait, écoutez, 1,3 milliard de dollars sur un investissement de la Libye. Ça fait, c'est une nouvelle là, qui est sortie il y a quelques mois, dont je n'avais pas encore eu le temps de vous parler, mais qui est quand même assez intéressante. Et puis, écoutez, la Libye, finalement, a placé 1,3 milliard avec Goldman Sachs, et puis finalement, Goldman Sachs a presque tout perdu. On a retourné seulement 25 millions à la Libye en moins d'un an. Une perte de plus de 98%. 98%. Alors imaginez, Kadhafi devait être très content. Hein? Donc, c'est assez incroyable. Donc, on se demande si c'est pas Goldman Sachs qui a ordonné à la Maison-Blanche de bombarder la Libye avant qu'ils peuvent se faire traîner en cours. En tout cas, une chose qui est certaine, c'est que ça a réglé le problème pour Goldman Sachs. Donc, voilà, quand même. Plusieurs nouvelles. C'est intéressant. Africom, ici, vous avez le général Ham qui a déclaré que plusieurs des troupes qui ont été impliquées dans les attaques contre la Libye se préparent pour aller en Iran ou en Afghanistan. Ça a été rapporté par Global Research. Alors, c'est assez particulier, là. Ils se préparent pour aller en Iran. OK. C'est assez particulier. Pourquoi que des troupes qui vont aller en Iran? Là, on annonce ça ici. Donc, ça, c'est un général américain qui déclare ça.
on voit qu'on est en train de se préparer. En tout cas, il y en a dans le gouvernement américain qui pensent sérieusement à envahir l'Iran. Alors, vous voyez, ça c'est le résultat de des gens qui sont complètement débiles. Là. Je veux dire, il faut avoir un sérieux problème mental. Là. Donc, voilà pour ce qui est de la Libye. Alors, on va s'arrêter ceci pour ce front-là. On va faire une petite pause à l'instant. Et puis après ça, on va se retrouver après la pause et puis on va parler un peu du Moyen-Orient. On va continuer un peu avec ce qui se passe avec ça puisqu'on a ouvert le sujet. Donc on va parler des deux fronts les plus importants, Iran et la Syrie. Et puis on va essayer de terminer là, rapidement avec quelques nouvelles là, du Moyen-Orient. Et puis on va se garder un peu de temps aussi pour parler d'économie. Donc voilà, on se retrouve immédiatement après cette petite pause musicale. Alright, vous venez d'écouter And Something New. Alors, de retour à nos moutons. Nous allons parler du Moyen-Orient. On avait commencé un peu à parler de l'Iran. Alors, vous allez voir là, développement semaine après semaine, de plus en plus inquiétant. Les mouvements se font, les forces se positionnent. Certaines forces cherchent à calmer le jeu. La Russie, dans ce cas-ci, vous allez voir au fil des nouvelles. On va essayer de terminer ça assez rapidement, là, mais vous allez voir, il y a quand même plusieurs nouvelles et puis on peut pas passer à côté, étant donné que, comme je l'ai nommé les dernières émissions, on fait face à un prospect de Troisième Guerre mondiale, possiblement nucléaire. Alors réellement, je vois mal comment qu'on pourrait éviter de parler de ce sujet-là. Autant que les autres sujets sont importants comme l'économie, on peut pas passer non plus à côté de celui-là, c'est évident. Donc allons-y de plein pied. Shimon Peres, d'Israël, appelle à une attaque contre l'Iran. Alors, une autre perle d'un homme qui a annoncé que l'Angleterre était antisémitique. Écoutez, cher Monsieur Peres, pourquoi ne prenez-vous pas votre fusil, votre parachute, et puis allez-y, cher ami, allez attaquer l'Iran vous-même au lieu d'appeler les autres pays et puis vos petits G.I. Joe, vos petits soldats à l'attaque. Pourquoi ne pas y aller vous-même comme les généraux, excusez-moi, courageux dans le temps. Il faut dire, il y avait un certain mérite à ces guerres dans le passé, alors qu'on se battait à l'épée et puis au bouclier, et puis qu'on voyait mourir directement, yeux dans les yeux, son ennemi au bout de son épée. Alors ça prenait un courage que les hommes de supposée guerre non plus maintenant, C'est comme les gens comme Bush, Obama, des gens qui n'ont jamais fait la guerre, des gens qui ne savent pas c'est quoi tuer, le massacre, la souffrance, le sang, de voir quelqu'un mourir. Et puis ces gens-là qui ordonnent des guerres à droite et à gauche comme c'était absolument rien. Alors, vous avez plusieurs de ces têtes, des têtes de clowns, de sans-dessin, des psychopathes, des gens votent en guerre pour n'importe quelle stupide raison, qui n'ont aucune conscience, mais vraiment absolument aucune conscience de ce qu'est la guerre. Et tant que réellement là qu'on classifie la guerre, que on établisse un sentiment clair de dégoût profond, de voir la guerre comme étant de quelque chose de très dégoûtant, de rebutant, de très barbare, de très bas, de très rétro, genre écoutez, il est longtemps là qu'on arrête, là, qu'il aurait dû qu'on arrête de se battre, qu'on aurait dû à un moment donné comprendre le non-sens de ça. Mais écoutez, ça continue de pleuvoir à droite et à gauche. Vous avez des néocons comme Graham aux États-Unis qui parle de l'Iran. Lui a déclaré, vous avez la vidéo, même je vous ai laissé ça en lien, vous allez voir ça. Un néocon aux États-Unis qui déclare, lui, on doit détruire la force aérienne iranienne et puis couler leur marine. Alors voilà comment qu'on parle de l'Iran. Gingrich, un autre, lui, à Washington, qui ouvertement, lui, parle de terrorisme, donc on devrait faire du terrorisme contre l'Iran. Bon oui, lui, tout simplement, aucun problème avec ça, incluant assassiner des scientifiques iraniens.
Ben ouais, lui il parlait à un débat présidentiel républicain en Caroline du Sud, et puis il parle de ça sans aucun problème. Ben oui, on devrait encourager le terrorisme comme ça contre l'Iran. Ben oui, quand c'est nous autres qui fait du terrorisme, aucun problème, évidemment. Ça sort de la bouche de des gens, comme d'autres malades. Écoutez, là, autant aux États-Unis qu'en Israël, qu'il y en a un peu partout, ici au Canada aussi, là, Harper, tout content. Yes, on s'en va. Yeah, on s'en va contre l'Iran. Là, il faut supporter Israël, peu importe là les motifs ou peu importe si ça a du sens ou pas. Hein, la France, c'est la même affaire. L'Angleterre, c'est la même affaire. Tout le monde se prépare, tout le monde est content. On va boire du sang. Yes. Ouf, c'est le fun. Pendant ce temps-là, ben, on apprend par Press TV que vous avez des body parts, hein, des membres de des membres corporels, là, ok, des bras, des mains, des doigts, des affaires comme ça qui sont traités comme des ordures aux États-Unis. Alors ça, c'est Press TV qui rapporte ça. Vous avez vous avez des travailleurs mortuaires, des travailleurs qui travaillent dans le domaine de l'embaumage et puis sortes de trucs comme ça dans le domaine du mortuaire, alors qui travaillent dans le département de la défense, qui ont déclaré que au moins des restes d'une douzaine de troupes qui sont morts en Irak ou en Afghanistan ont été jetés dans une dompe de la Air Force à Dover, Delaware, aux États-Unis. OK? Alors, eux autres sont là, yes, allons en guerre, oui, il faut aller en guerre, allez, on va battre l'Iran, oui, on va dropper des bombes nucléaires, on va lancer des bunker busters, yes, sur les centrales nucléaires, radiation partout, tout le monde va mourir dans le Moyen-Orient, wouhou, yeah, Armageddon, c'est la fin des temps, le retour du Messie, la plaine va être donnée au peuple choisi, allons-y, yeah, guerre. Et puis après ça, ben les gens qui s'en vont mourir dans ces guerres-là sont utilisés comme de la chair à canon. Ben ça qui arrive, quand ils reviennent, ben vous avez la majorité des sans-abri aux États-Unis, c'est des vétérans de guerre, chers auditeurs. Et puis là, on s'aperçoit dans d'autres reportages ici que même leur corps, les membres de leur corps qui ont été explosés sur une bombe, n'importe quoi, sont jetés dans le dépotoir. En dompe. C'est comme ça qu'ils ont du respect pour ces troupes-là. Des genres de personnes comme des candidats présidentiels républicains comme Michelle Bachmann aux États-Unis, qui elle déclare que elle est pas mal sûre que le waterboarding, hein, vous savez, la torture avec l'eau, là, la planche inclinée, là, on vous met ça, ça vous remplit les poumons et puis vous avez une sensation de mourir. Technique de torture ancestrale. Elle déclare que pas mal certaine, elle, que c'est pas de la torture. Mais par contre, ça serait absolument absurde d'essayer le waterboarding sur elle. Hein? Donc, évidemment, certaine que waterboarding, c'est pas de la torture, mais je l'essayerais pas parce que, tu regardes, ça c'est complètement absurde, là, voyons donc, là. C'est comme si vous mettiez un petit peu d'eau dans la bouche. Ça fait pas mal. Hein? Alors, elle déclarait ça dans un débat de CBC, le journal national. Et puis, elle était complètement enthousiaste. Elle disait qu'elle supportait cette technique d'interrogation, qu'elle disait très efficace. Hein? On disait que on peut gagner, on a déjà gagné en fait de l'information pour notre pays. Ah, très utile. C'est vraiment fantastique. Alors, ben oui, c'est sûr. Le premier arabe sur lequel on a fait du waterboarding, ben oui, c'est qu'on fait cette sorte d'affaires. Ben oui, c'est lui qui a shooté Challenger, Columbia. C'est lui qui a fait s'écrouler les deux tours jumelles. C'est lui qui a fait couler le Titanic. Hein? C'est lui qui dirigeait la guerre contre le Sud durant la guerre civile aux États-Unis. Ben oui, il a tout admis ça, aucun problème. Ben voyons donc. Technique très utile, évidemment. Ben oui, c'est sûr. Alors, d'ailleurs, vous avez un autre endosseur de Bachmann, Grant, un certain Grant. Alors, vous voyez toute la gang, ils se tiennent tous ensemble. Une belle petite gang de psychopathes, de malades mentales. Lui a déclaré que, écoutez, lui dit que c'est ce après quoi on court ce qu'on veut, ce qu'on cherche, c'est la domination, la conquête mondiale. Lui décrit que les chrétiens ont une obligation, un mandat, sont commissionnés,
une responsabilité divine de réclamer le territoire pour Jésus-Christ. Ah ouais? Pour avoir une domination dans les structures civiles ainsi que tous les aspects de la vie. Wow! C'est incroyable. Hein? C'est la domination, la conquête mondiale. C'est incroyable. Il dit que c'est ça que le Christ leur a commissionné d'accomplir. Wow! On doit gagner le monde avec le pouvoir du gospel. Wow! Voyez ce genre de malade-là? C'est incroyable. Les autres, évidemment, qui accusent les démoniaques musulmans d'essayer de faire ça contre nous. Ouf, mais c'est correct parce que nous, on le fait. Parce que nous autres, écoutez, c'est Dieu qui nous l'a dit, donc c'est correct. Hein? Avez-vous remarqué que la plupart des tyrans, c'est pas chaque tyran, ont essayé de mettre la main sur le monde ou voulaient contrôler le monde entier en disant que Dieu était sur leur côté? Wow! Des genres de personnes comme ça, comme Blair qui regrette d'avoir passé la loi sur la liberté et l'accès à l'information. Lui, il dit que ça, c'était vraiment une maudite mauvaise idée qu'il s'en veut. Il a écrit ça dans son livre. Il dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'étais un idiot, un naïf, stupide, un irresponsable, un imbécile. Hein? Il parle de ça dans son autobiographie, A Journey, qui a écrit l'année passée. Qui se rappelle son adoption de cette loi en 2005. Il dit il n'y a réellement aucune description de la stupidité, comment que ça a été inadéquat, que j'ai fait ça, comment que ça a été imbécile. Alors vous voyez ce genre de gens qui ont vraiment votre bien à cœur. Oh là 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 là. Ah ouais. Alors là, on essaie de blâmer toutes sortes d'histoires sur l'Iran. Là, vous pouvez vous attendre peut-être aussi à une attaque, un prochain 9-1 qui soit virtuel, blâmé sur l'Iran. Très possible. Là, on parle de plus en plus, dont ici un article dans le Washington Post, de hackers étrangers qui apparemment seraient entrés dans les systèmes de contrôle d'eau, alors de traitement de l'eau de l'Illinois. Alors, selon un expert de l'industrie, alors vous voyez que on est en train là, de vous faire croire que là, l'infrastructure de l'Internet et puis vous savez du web aux États-Unis sur lequel apparemment on pourrait faire des attaques entrées dans les systèmes très sensibles de l'infrastructure américaine comme les centrales nucléaires, les systèmes d'eau, d'aqueduc, ainsi de suite. C'est complètement débile, parce que si réellement vous faites quelques petites recherches, vous allez vous rendre compte qu'évidemment, ces systèmes hypersensibles-là, ils sont pas sur l'Internet. Les systèmes qui gèrent ces centrales-là, ainsi de suite, sont sur des systèmes indépendants qui sont pas connectés à l'Internet. Ils sont quand même pas si sans dessin que ça. Ils sont pas si imbéciles que ça. Mais on va quand même essayer de vous faire croire que c'est l'Iran puis que là, il y a des hackers. En premier, on vous dit qu'il y a des hackers. Après ça, tranquillement, on va commencer à pointer du doigt l'Iran. Puis là, tout d'un coup, on va supposément trouver une preuve incroyable comme quoi que c'est l'Iran qui est derrière ça. Hein? Mais vous avez des gens qui sont encore lucides, heureusement. Ancien commandant de CENTCOM, le général Joseph P. Hoare, qui est maintenant à la retraite, et ainsi que d'autres voix d'anciens militaires commence à se lever contre le danger d'une guerre qui est posée par la menace d'une attaque israélienne ou américaine sur l'Iran. Alors vous avez quand même des anciens généraux et des généraux actuels qui sont évidemment très conscients de ce que ça représente et qui sont un peu inquiets de voir les pouvoirs en place à Tel Aviv puis à Washington se diriger contre une attaque, vers une attaque contre l'Iran. Les États-Unis ont dépensé 32 millions de dollars pour fabriquer 8 bombes de 30 000 livres. Alors 30 000 livres, là, c'est entre 15 000, je dirais 12, vite de même, là, 10 et 15 000 kilos. Alors imaginez la taille de ces bombes qu'on dit être capable de pénétrer des cibles qui sont enfouies profondément sous le sol. Qu'on appelle le Massive Ordnance Penetrator, un contrat qui vaut plus de 32 millions de dollars qui a été commandé de la firme de Boeing. Alors, c'est fantastique cette firme Boeing, hein, qui ont une branche militaire qui produisent
des beaux petits bijoux comme ça. Fantastique. On va pouvoir lancer sur des pays à l'étranger, tuer des centaines, des milliers de civils innocents. Hein, des compagnies à la moralité qui se tient debout. C'est vraiment fantastique de voir ça. Quel beau monde dans lequel on vit. Quel beau monde. Alors, des bombes de 30 000 livres. Alors, imaginez le type d'explosion qu'on peut avoir d'une bombe de cette taille. Est-ce que ce serait pas plutôt une façon pour les États-Unis, la seule nation qui a réellement utilisé des bombes nucléaires, des armes de destruction de masse contre des civils d'une autre nation à la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que ces gens-là seraient en train de planifier de partir la Troisième Guerre mondiale avec des armes nucléaires? Spécifiquement ces petites bombes tactiques nucléaires qu'on appelle de 30 kilotonnes, qu'on appelle des mini-nukes, que l'armée américaine a déclaré comme étant sans danger, absolument sans danger, qu'on a en fait reclassifié comme étant des armes conventionnelles. Ben ouais. Et qu'on a construit depuis l'administration Bush, et qu'on a besoin de camoufler pour tromper le public, hein, pour pas avouer qu'on a utilisé des bombes tactiques nucléaires contre l'Iran. Est-ce que ça se pourrait, ça? En déclarant dans le futur que ces gros flashs qu'on a vus dans les nouvelles n'étaient pas des bombes nucléaires, évidemment, hein, c'était évidemment pas, c'était de ces fameuses bombes de 30 000 livres qu'on a commandées là, pour 32 millions de dollars, c'était des petites bombes normales, c'était pas des bombes nucléaires, jamais on oserait lancer des bombes nucléaires. Voyons donc, nous, les libérateurs, pro-démocratie, protecteurs des populaces du monde entier, contre les méchants tyrans, voyons donc, qu'est-ce que vous êtes honteux de penser des affaires comme ça? C'est vraiment honteux. Alors on essaie toutes sortes de trucs de propagande, on dit que on a des centaines de missiles nucléaires nord-coréens, en fait des experts, excusez-moi pas de missiles, mais des experts en missiles et en matière nucléaire nord-coréens qui collaboraient avec les Iraniens dans plus de 10 localisations à travers l'État islamique iranien, selon des sources diplomatiques, dit-on. Alors voilà. Si vous ne réussissez pas en mentant la première fois, ben mentez encore, continuez à monter des babards, des histoires. Une autre nouvelle dont on parle ici, que des frappes aériennes contre les installations nucléaires iraniennes pourraient tuer des centaines de Nord-Coréens et de Russes. Alors, vous avez des centaines de scientifiques nord-coréens, des ingénieurs qui travaillent, comme je disais, sur plus de 10 installations iraniennes, ainsi que plusieurs techniciens là, de russes qui se trouvent aussi sur la place. Alors évidemment que la Russie et la Corée sont évidemment très probablement, je dirais, très susceptibles de réagir beaucoup plus fort à une attaque israélienne ou américaine contre leurs gens, contre leurs civils, que les États-Unis l'ont fait lorsque Israël a tué des travailleurs, en fait des gens qui s'en venaient aider la bande de Gaza en eau internationale l'année passée, vous vous rappelez, cette fameuse flottille de la liberté. Le Canada, on dit dans un article ici de Stars, ici c'est publié en Ontario, le Canada, qu'on dit, fait face à un choix difficile, un choix vraiment laid à propos de ce qui se passe avec l'Iran. Alors, on essaie de se faire croire des histoires ici au Canada, hein, mais écoutez, on a perdu le pouvoir. En fait, on a subi notre propre petit coup d'État ici par une bande de voyous, une bande de bandits. Écoutez, des gens qui n'ont aucune moralité. Néocons, pro-sionistes, de l'extrême droite, évangéliques, alors religieuses, des gens complètement pétés, là, je veux dire. Et puis là, ben écoutez, le Canada est en train de, évidemment, de se diriger dans un endroit très dangereux, parce qu'on supporte Israël, peu importe ce qu'il décide de faire. Donc, il n'est pas clair qu'est-ce qui va arriver. Évidemment qu'Israël ne va pas avertir ni les États-Unis ni le Canada s'il commence une attaque surprise.
Vous avez le ministre de la Défense, Peter McKay, qui est en conversation avec ses confrères israéliens et Ehud Barak. Alors, vous avez une visite ici qui s'est passée au Canada, et puis vous avez des concertations aussi avec les Américains. Avant le Canada, se serait tenu sur les lignes de côté, aurait été évidemment bien content de prendre sa position neutre habituelle, de ne pas se mêler, en tout cas de ses propres, en fait de cette histoire-là, de ne pas prendre de côté. Mais maintenant, sous Stephen Harper, maintenant le Canada a pris une approche beaucoup plus militante, militaire, on ne peut pas dire dans les affaires internationales. Alors, son support pour Israël est infaillible. Et puis, il a même montré une volonté de déployer une petite, mais des opérations de combat militaire effectives, très efficaces, si le gouvernement en jugerait l'utilité. Alors, vous voyez, là, c'est quand même assez particulier là, de voir la virée ici du Canada vers le militarisme et puis d'interventionnisme dans le monde. C'est assez incroyable. Là, on est en train de s'ingérer un peu partout, en Libye, là, on va intervenir possiblement en Iran aussi. Alors, c'est assez incroyable. Donc, une autre affaire, c'est que vous devez comprendre que toutes ces accusations de programme nucléaire reposent sur ce rapport de l'agence de l'énergie atomique internationale qui est en train de partir une crise au niveau mondial pour de ça, mais qui, si on le lit, on voit que ces conclusions ne sont pas aussi claires, aussi bien définies qu'on l'avance dans les médias. Le rapport indique clairement, en fait, qu'il n'y a aucune preuve définitive que l'Iran est en train de développer un programme nucléaire. OK? Et puis, ce qui est bien curieux là-dedans, c'est qu'on ne parle jamais des armes nucléaires israéliennes. Hein? J'en ai parlé largement dans les dernières émissions. On parle tout le temps des armes, des supposées armes iraniennes. Mais on ne parle jamais des 400 têtes nucléaires israéliennes qui ont la capacité de livrer à plus de 7500 km de distance. Alors, il faut avoir ces choses-là en tête. Ensuite, vous avez entendu parler de cette explosion en Iran qui a tué 17 personnes et qui en ont blessé 15 autres, incluant un chercheur très important dans le domaine des missiles iraniens à la base de Bit Ganeh. Et bien maintenant a été lié avec des opérations des agences de renseignement israéliennes, dont le Mossad. Alors, vous avez différentes sources de ces nouvelles-là que je vous invite à découvrir dans les articles que je vous mets en lien, mais qui a été publié dans différents journaux. On dit que les explosions ont été causées par, apparemment, on a essayé de faire évidemment de la propagande, on a dit que l'explosion a été causée par une tentative échouée d'attacher une tête nucléaire à un missile Shahab. Mais il apparaît en fait que maintenant ce n'est pas le cas, selon des officiels du renseignement de l'Occident, qui a été cité par le Times, et puis aussi par le directeur d'une organisation d'État iranienne, l'ancien directeur, qui est lié de très proche au régime iranien, et qui a été cité par le journal Guardian British, en fait britannique, hein, on va dire en français, le Guardian. Et puis, écoute, on apprend que cet ancien officiel iranien dit que cette explosion était probablement part d'un programme couvert contre l'Iran qui est mené par Israël. En fait, même la presse israélienne semble faire écho à ce sentiment. Alors on voit que en fait Israël ne s'en défend pas nécessairement, soit pour maintenir un peu ce genre de peur, que en fait on ait la capacité de mener des attaques à l'intérieur de l'Iran de façon aussi efficace, mais en réalité il s'agit aussi évidemment d'opérations de déstabilisation et de provocation. Vous avez différentes attaques comme ça qui se font déjà contre l'Iran. Donc on pourrait dire que la guerre en quelque sorte est déjà partie, on est en train de la partir la guerre. Puis vous avez maintenant, si vous voulez, le fils de Stuxnet, comme je vous parlais, Stuxnet, qui est en train d'attaquer l'Iran, déjà. Alors on a des virus Doukou qui ont été détectés sur des ordinateurs par des experts. Et puis, comme on dit, c'est une cyberarme qui a été découverte l'année passée, puis maintenant qui
semble être dirigé encore à faire du sabotage contre les sites nucléaires de la République islamique. Alors un virus qui a aussi ciblé, qui a attaqué les réseaux de défense iraniens. Alors ça s'est passé juste la semaine passée, ok? Donc les ordinateurs, des systèmes de défense, des ordinateurs de la défense qui ont été infectés par un super virus similaire à celui qui a attaqué l'Iran l'année passée. Donc le Doku, c'est de ça qu'on parle. Et puis écoutez, il n'était pas clair si le Doku avait aussi frappé des installations nucléaires, mais c'est la première fois qu'on avait le régime qui y allait d'une admission qu'il y avait eu des dommages qui avaient été causés. Alors, l'Iran est déjà sous attaque, autant physiquement que dans le cyberespace. Donc, des codes mystères qui, comme ça, se propagent sur l'Internet. Alors, vous avez différents articles. Le Mossad qui est lié à, comme je vous disais, à cet attentat. Un article dans The Australian, un journal en Australie. Vous avez le service des services secrets là, du Mossad et puis un groupe dissidents iraniens qui s'appelle Moudjahidine et Khalq qui sont responsables pour cette explosion à cette base iranienne. Alors ici on parle de Richard Silverstein qui a été cité comme un Israélien avec une expérience militaire et politique très très étendue comme étant la source de l'information. Donc, plusieurs nouvelles comme ça. Donc, voilà Israël derrière les attaques. Une autre nouvelle qui parle de ça. Ça, c'est le Time Magazine ici. Donc, vous voyez, là, ça sort quand même de sources, quand même des médias. Là. Donc, on voit là c'est pas juste une histoire là, d'un antisémite là, qui s'imagine des complots dans sa cave. OK? Donc, il faut se rappeler aussi, que Israël, vous savez, le ministre de la Défense, Ehud Barak, lui, qui dimanche dernier, a même, si vous voulez, félicité cette explosion de la base de munitions de la garde révolutionnaire d'élite là, de l'Iran. Il faut se rappeler que c'est cette même gang comme Netanyahou qui, lorsqu'on lui avait demandé son opinion à propos des attaques sur le 9/11 aux États-Unis, avait déclaré que, et je cite, « c'est une bonne chose ». Hein? Donc, évidemment que ça fait avancer l'agenda israélien, puis, puisque ça fait avancer l'agenda israélien, il y a peut-être des liens à faire là-dedans. Quand vous avez Netanyahou qui s'exprime à propos du 9/11 en disant que c'est une bonne chose, et puis que vous avez Ehud Barak, ministre de la Défense israélienne, qui lui dit « Wow, c'est bravo, bravo, c'est le fun des explosions qui tuent du monde là-bas. » Et puis vous devez comprendre que parmi les gens qui sont morts, vous avez des gens qui sont très, très, très importants pour le programme de missiles iranien. Alors, on a tué des gens qui étaient très, très importants, des gens clés en même temps. Vous avez ici un article qui parle des plans israéliens de détruire l'infrastructure civile iranienne. Alors, les plans israéliens ne ciblent pas seulement le programme nucléaire iranien, mais aussi son infrastructure civile. Vous avez Haley Lake qui écrit pour le Daily Beast et qui cite des officiels du renseignement américain courants, qui travaillent couramment pour le gouvernement, et puis d'autres qui sont maintenant à la retraite, qui ont déclaré que la liste des cibles d'Israël inclut des réseaux électriques iraniens, d'Internet, de réseaux de téléphones cellulaires, et puis aussi on parle d'utiliser de l'équipement pour brouiller les fréquences d'urgence pour les pompiers puis les officiers de la police. Alors, on dit que Israël aurait développé une arme qui simule un signal de téléphone cellulaire de maintenance qui commande au réseau de téléphone cellulaire de se mettre en dormance, si vous voulez, puis d'arrêter toutes les transmissions. Ils ont aussi des brouilleurs électroniques qui peuvent interrompre les fréquences d'urgence des gens qui arrivent là, comme la police et les pompiers, là, donc des gens qui doivent répondre rapidement à des urgences. On a parlé dans notre article d'opérations de la CIA qui sont en cours en Iran, qui ont comme pour mission, donc particulièrement à Téhéran, de
de démanteler le programme d'armement iranien. Donc, ça, c'est un autre article aussi qui vaut la peine d'être lu. On y parle aussi du fameux virus Doku là-dedans. Alors, un autre truc ici qui corrobore toutes ces nouvelles, qui vont dans le même sens. Ensuite, on a publié une liste de scientifiques dans le domaine du nucléaire. Et puis, ça, c'est les Nations Unies. Et puis là, vous avez le gouvernement iranien qui a accusé la tête de l'Agence de régulation nucléaire de l'ONU d'avoir publié le nom de ces scientifiques-là et puis de les avoir finalement tournés, les ont transformés en une cible humaine pour le Mossad et puis le CIA en publiant leur nom dans un rapport traitant du programme d'armement nucléaire iranien. Alors c'est évident que, et puis ça fait longtemps que ça se poursuit, là, autant en Irak qu'en Iran. Vous avez des dizaines et des dizaines de scientifiques et puis d'ingénieurs dans le domaine du nucléaire et de l'armement qui ont été tués. Okay, vous avez des programmes là d'extermination clairement là établis. Donc l'Iran a conduit évidemment des drills, donc des exercices militaires de défense de 4 jours ici. Donc évidemment que avec tous les roulements de tambours de guerre qui résonnent un peu partout, c'est assez dur de blâmer l'Iran, d'être au sommet de sa préparation en ce moment, là, c'est évident. Donc, voyez là, le genre de truc qui se passe. Vous avez le chef de l'armée irakienne qui est en visite en Iran pour finalement lier des liens plus fort entre les deux nations. Alors écoutez, c'est les généraux, les deux top généraux de l'Irak en fait. Les deux, je sais pas pourquoi je dis les deux. En fait, c'est le top général de l'Irak qui est en visite officielle en Iran. Et puis là, on veut augmenter les liens et puis les renforcer entre Téhéran puis Bagdad. Imaginez ces deux pays qui ont mené une guerre en 1980-1988. Et puis là, vous voyez ces gens-là qui se réunissent. Alors imaginez. Alors, c'est évidemment une des raisons aussi pourquoi Israël est aussi hystérique à propos d'une attaque contre l'Iran, alors que les enfants américains sont encore pris en Irak, en plein milieu du chemin d'une contre-attaque iranienne contre Israël. Alors, après que les Américains sont partis, eh bien, évidemment que l'Irak va juste laisser les Iraniens passer à travers le territoire vers Israël, n'est-ce pas? Il y a de quoi de très sérieux à considérer là. Donc, voilà. On va terminer rapidement avec la Syrie. Là. Écoutez, vous voyez, là, il y en a des tonnes de nouvelles comme ça. Vous avez ici un article qui parle des médias américains qui sont en guerre contre la Syrie. Alors, on est en train de répliquer le modèle libyen. Alors, vous avez évidemment toute une campagne de propagande qui a été lancée depuis quelques semaines contre la Syrie aussi. Donc, des centaines ont été tués là-bas, plusieurs aussi ont été blessés. Vous avez des conflits avec évidemment les forces de sécurité de l'État, les civils. On dirait que c'est une guerre entre le peuple qui est écœuré supposément de la Syrie. Alors, c'est ce qu'on nous montre tout le temps. Sauf que la réalité est autre. C'est que vous allez voir ici une série d'articles encore là que je vous ai mis où vous allez vraiment voir de façon documentée que les États-Unis, entre autres, avec Israël aussi, supportent des groupes d'opposition syriens dont certains sont carrément des mercenaires armés, des terroristes, disons-le. Alors, plusieurs articles ici. Ici, on apprend de WikiLeaks, qui a été rapporté par le Washington Post, où on apprend que le département d'État américain a secrètement financé des groupes d'opposition syriens. Ensuite, vous avez la Grande-Bretagne, ça s'est révélé dans le journal The Independent. Alors, on est dans pourparlers secrets avec des rebelles syriens. Alors, vous voyez la même maudite affaire que c'est passé en Libye, est en train de se préparer en Syrie. Même affaire. Même affaire. OK? Alors, on est en train de préparer des groupes armés qui vont bientôt se mettre en action en Syrie. Un autre article qui parle de qui est derrière ce supposé mouvement de protestation en Syrie. On est en train de fabriquer un prétexte pour les États-Unis puis l'OTAN
de faire une intervention humanitaire, entre guillemets, encore. Alors, il y a une évidence d'une grosse comme le bras, manipulation des médias, de falsification de ce qui se passe réellement sur le terrain là-bas. OK? Vous avez une insurrection armée intégrée par des islamistes qui sont supportés en douceur, derrière de la scène, par des services du renseignement occidentaux. Et puis vous devez comprendre ceci parce que c'est central vraiment dans la compréhension de ce qui se passe dans cette région-là. Okay, donc vous avez les médias occidentaux qui ont présenté les événements en Syrie comme étant, si vous voulez, partie d'un mouvement arabe pro-démocratie, le printemps arabe, qui se serait supposément spontanément étendu de la Tunisie vers l'Égypte et puis la Libye et la Syrie. Ben, voyons donc. Alors la couverture médiatique s'est beaucoup penchée, focusée sur la police syrienne et les forces armées, qui ont été accusés de tuer, d'ouvrir le feu de façon aléatoire et arbitraire sur les civils, de tuer des gens qui étaient pro-démocratie, alors que évidemment qu'il y a eu la police qui a tiré, oui, il y a eu des coups de feu qui ont été donnés, mais ce que les médias ne vous mentionnent pas, c'est que parmi ces manifestants, ben vous avez des gens armés, des snipers, des tireurs d'élite qui tiraient autant sur les forces de sécurité que sur les manifestants. Ah, alors ça, on dirait qu'il y avait des gens qui sont là pour semer une grosse zizanie, n'est-ce pas? Alors là, vous avez The Free Syria Army. Alors, je sais pas comment ils l'appellent en français. Probablement l'armée de libération syrienne, un truc du genre. Vous avez maintenant des panneaux, toutes sortes de trucs comme ça. Écoutez, on voit des gens, des protestants qui sont armés avec des machine guns, des affaires comme ça, des terroristes finalement, une armée de militants extrémistes qui n'ont pas été, comme on vous le dit dans les médias, supposément drainés des rangs militaires, mais plutôt de la fraternité là, oui, ils appellent ça Muslim Brotherhood, là, à un moment donné, j'oublie les termes en français, là, confrérie là, de musulmanes, un truc du genre, les frères musulmans, je pense, qui transportaient des armes lourdes, là, de l'armement lourd, ok, en aller-retour à travers la frontière turque et libanaise, supportés et armés par les États-Unis, Israël et la Turquie, et avec comme dernière évidence confirmant ceci, venant sous la forme d'un rapport du International Institute for Strategic Studies. Et puis là, vous avez Émile Okayem qui admet ouvertement, lui c'est un senior, un senior là, à la sécurité régionale du Moyen-Orient, donc des gens qui admettent ouvertement que l'opposition syrienne est armée et puis a été préparée pour, si vous voulez, forcer la Syrie dans une descente vers la violence de plus en plus sanglante. Et puis, ben voilà quoi, donc on apprend dans le fond que on est en train d'armer des hordes de mercenaires, genre encore de l'Al-Qaïda génocidaire, menés par des représentants de Big Oil, le pétrole, tous ces gens-là qui sont encore là, avec des beaux slogans pro-démocratie, ainsi de suite, et qui sont finalement des bras armés des agences du renseignement anglo-américaines, et puis qui sont alimentés par Londres et Washington. Alors, vous avez toutes sortes de documents à les consulter par rapport à ça. Vous allez voir, je veux dire, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on parle de ça. Et vous avez différents articles CNN, Washington Post, où on indique que les États-Unis finançaient des groupes d'opposition syriens depuis au moins 2005 jusqu'à maintenant. Un autre rapport au mois d'avril dernier de AFP. Alors vous aviez Michael Posner, l'assistant secrétaire d'État pour les droits humains, déclaré que le gouvernement avait fait un budget de 50 millions durant les 2 dernières années pour développer de nouvelles technologies pour aider les activistes à se protéger contre les arrestations et les poursuites en justice par le gouvernement autoritaire, apparemment, pour développer des réseaux de communication qui ont été utilisés dans ce qu'on appelle le
printemps arabe. Alors, des gens qu'on a formés, écoutez, on a organisé un groupe et des groupes, en fait, des sessions de formation pour plus de 5000 activistes qui sont venus de différentes parties du monde. Et on les a entraînés pendant 6 semaines. Des gens qui venaient de Tunisie, l'Égypte, la Syrie, le Liban, qui sont retournés après ça dans leur pays, et puis qui se sont mis après ça à utiliser le système électronique qui ne pouvait pas être détecté par les gouvernements en place, et puis qui ont permis l'organisation de ce supposé printemps arabe. Alors vous voyez toutes sortes de trucs comme ça, quand même assez particulier. Vous avez le Jerusalem Post qui a presque tout admis que finalement la déstabilisation en Syrie est faite par les pays occidentaux et israéliens, et que ce n'est évidemment pas pour amener la démocratie et les droits humains, mais plutôt pour affaiblir l'Iran via, si vous voulez, un proxy qu'on appelle en anglais, donc par voie détournée, si vous voulez. Et puis qu'il est clair que dans les milieux du pouvoir à Wall Street et puis à Londres, tout est fait pour provoquer l'Iran. L'Iran d'ailleurs a essayé de, si vous voulez, minimiser l'impact ou peu importe ce qui s'est passé dans les explosions à sa base militaire comme étant un simple accident. Et puis jusqu'à date a maintenu une patience persistante face aux provocations criminelles et puis aux actes de guerre ouvertes qui ont été faites contre l'Iran. Alors par autant les forces anglo-saxonnes que sionistes. Évidemment que l'Iran réalise que n'importe quel acte de revanche ou quoi que ce soit pourrait donner ce que l'Occident veut. Évidemment, c'est une excuse pour aller en guerre contre la République islamique. Donc, on essaie de trouver des chemins auxiliaires pour essayer de provoquer l'Iran ou de forcer l'Iran dans un conflit. Donc, la Syrie, parce qu'on sait que l'Iran a un pacte aussi de défense mutuelle avec la Syrie. Donc, voyez que ces choses-là sont quand même liées. Ici, vous avez un article du Activist Post d'Eric Blair où on apprend que vous avez une autre guerre par détournement comme ça qui se prépare, alors qui va être lancée d'une base militaire par des rebelles en Syrie. Alors, voyez, c'est encore du déjà vu, comme c'est passé en Libye. Alors, on est en train de préparer ça, de Free Syrian Army. Ben oui, des gens qui ont maintenant des rockets, des machine guns, et puis toutes sortes d'installations militaires comme ça. Donc voilà, l'OTAN qui est en train de secrètement armer ces protestants syriens. Vous avez des agents au Liban qui sont liés aux États-Unis et à l'Arabie Saoudite qui ont été pris d'ailleurs. Vous avez des liens ici avec des articles à transporter des armes vers les rebelles syriens. Donc là, à un moment donné, il devient de plus en plus dur de définir les attaques du régime Assad, qu'on dit écraser le peuple. Alors on est en train peut-être de comprendre que finalement Assad est en train de défendre son pays contre des forces déstabilisatrices et puis des actes de guerre étrangers. Okay? C'est pas pour descendre Assad ou quoi que ce soit, c'est juste de décrire une situation telle qu'elle est, n'est-ce pas? Plusieurs articles, Free Syrian Army qui se rassemblent le long de la frontière libanaise, ça c'est rapporté par le Guardian. Alors une répétition de la Libye. Alors les fameux rebelles qui sont tout simplement des pions des États-Unis puis d'Israël. Intervention en Syrie qui bénéficierait évidemment à Israël. Alors des interventions menées soit par Israël ou par les États-Unis en Syrie évidemment favoriseraient Israël. Un nouveau gouvernement en Syrie sous le talon de Washington, donc une nouvelle marionnette mise en place en Syrie, contrôlée par Washington, voudrait évidemment dire plus de concessions pour cimenter la paix avec Israël, donc pour évidemment faire taire un ennemi perçu d'Israël. Et on serait évidemment aussi forcé de faire cesser le flot d'armes vers le Hezbollah et puis de couper les liens avec l'Iran. Alors c'est un scénario évidemment qui laisserait les Libanais et puis les Palestiniens avec beaucoup moins de pouvoir si vous voulez, de négociation et beaucoup plus vulnérables à une agressation israélienne.
Donc voilà. Alors vous voyez quand même les liens, les motivations, les gens qui ont l'opportunité de commettre le crime. C'est comme ça qu'on fait des enquêtes criminelles. Hein? Il faut être lucide, il faut savoir ce qui se passe. Vous avez des bateaux de guerre russes, par contre, qui sont entrés dans les eaux territoriales syriennes pour essayer d'empêcher toute invasion étrangère. Oh boy. Alors là, vous voyez que ça commence, ça commence à bardasser, là. Et puis la Russie essaye de poser son pied sur le sol en disant, écoutez, là, il faut pas passer cette barrière-là, il faut pas passer cette ligne-là. La Russie qui essaye de se comporter comme étant l'adulte géopolitique dans la pièce ici. Et qui est en train de rendre très clair que toute intervention ne sera pas acceptée, surtout pas dans ce type d'intervention type le même modèle qui s'est passé en Libye. Alors voilà plusieurs articles à les découvrir. Et puis évidemment, vous avez plusieurs autres articles ici qui parlent de chefs militaires russes qui ont déclaré que, évidemment, on risque une guerre nucléaire, là. OK? C'est ça qu'on risque. C'est évidemment que on s'en fait pas à croire, là. Vous avez Nikolai Makarov, le chef du General Staff of Russian and Armed Force. Alors, écoutez, là, je veux dire, top. Il déclare que évidemment qu'on fait face à un prospect d'une troisième guerre mondiale et que évidemment que ceci pourrait dégénérer très rapidement. Et puis d'ailleurs la Russie a averti les États-Unis aussi que on se rapprochait beaucoup trop de la frontière russe. Les Russes qui sont en train de se réaligner géopolitiquement, en train de faire de nouvelles ententes avec trois pays satellites qui étaient apparus à la fin de l'écroulement de l'Union soviétique. Alors, on est en train de reconstituer un peu ce genre de partenariat entre la Russie et puis ces fameux États satellites autour de la Russie. Donc, voilà. Beaucoup de propagande, allez voir ça. Vous avez la gay girl blogger en Syrie. Vous avez toutes sortes de trucs comme ça. Essayer de vous faire pleurer puis tout, qui n'ont été que des fraudes, des mensonges. On essaie tout le temps la même maudite affaire. Là. On essaie de vous créer des histoires, là, vous faire de la peine puis tout, avec des gens qui décrivent la vie dans la ville en Syrie, puis qui dénoncent le régime, et puis c'est terrible. Et puis finalement, la fille, elle n'existait même pas. Là. Je veux dire, ça a été animé par... finalement, c'était un blogueur américain, je me rappelle bien, ou un truc comme ça. En tout cas, finalement, la personne n'existait même pas. Toutes sortes de trucs comme ça. Alors qu'on a des dizaines de milliers de personnes qui supportent le gouvernement syrien. Alors, vous voyez, là, il y a beaucoup de nuances à faire là-dedans. Israël qui planifie d'attaquer des dépôts d'armes d'Hezbollah en Syrie. Alors, vous voyez qui cherche vraiment le trouble là-dedans. Un autre article ici, on parle d'Israël se prépare à attaquer la Syrie. C'est un rapport qui a été publié dans le journal Le Haaretz, un journal israélien, ainsi que dans le journal Al-Rai, un journal koweïtien du Koweït. Alors, on est en train de se préparer. Vous avez différentes sources européennes aussi qui ont été rapportées, que vous avez des vols de reconnaissance israélienne qui ont été faits. On a violé l'espace aérien libanais et syrien, qui sont des indications qu'Israël se prépare et est prête d'ailleurs à partir une guerre dans cette région. Alors, vous voyez que c'est très important. L'Iran et la Syrie ont un pacte de défense mutuelle. Donc, c'est une façon, en attaquant la Syrie, d'accéder à l'Iran. Alors, le message est clair là-dedans. Ne soyez pas dupes. Ce qui se passe est très calculé. L'Iran a d'ailleurs annoncé qu'il supporterait le Liban dans le cas d'une agression israélienne. Alors, vous voyez comment tout est lié. La Russie qui a défié les États-Unis en vendant des missiles à la Syrie. Alors, ça a été rapporté par le Télégraphe. Alors ça change toute la game aussi. Alors, évidemment qu'avec ces trucs-là, ça prendrait pas long pour éliminer toute la force maritime israélienne. Donc, ce sont ce qu'on appelle les Russian Cornet. Et puis, ce sont des missiles qui sont très précis et puis ont la possibilité d'échapper à toute détection parce que ils volent excessivement rapidement et puis volent très bas. Donc, ce sont des missiles en fait contre les bateaux.
OK, donc des missiles qui peuvent aller détruire des navires qui sont maintenant dans l'arsenal syrien. Plusieurs nouvelles, il y en aurait énormément encore là à vous passer. Mais là, écoutez, il va falloir rapidement terminer l'émission. Puis moi, ben avant de terminer, j'aurais aimé vous parler d'économie. Alors, je vais faire ça très rapidement. Il y a plusieurs nouvelles, évidemment, en traitant l'économie. J'ai 300 pages ici, donc à un moment donné, il faudrait bien que je passe une émission complète, mais c'est tellement important, comme je disais, les nouvelles concernant l'Iran et la Syrie qu'on ne peut pas passer à côté. Euh, Plusieurs nouvelles ici. Écoutez, je vous parlais de cette prise de contrôle de nos gouvernements par les banquiers internationaux privés. Bien, ici, vous avez un article intéressant, une citation de Rothschild en 1878, où il disait qu'il était très content d'être entré en relation encore avec le gouvernement américain. Alors ça, ce sont des câbles et puis des contrats qui montrent que en fait, c'est les Rothschild qui ont pris contrôle du Trésor américain à la fin du 19e siècle. Alors, on dit ici que n'importe quel changement dans la situation n'est pas possible jusqu'à ce qu'une masse critique d'Américains soit capable de comprendre que leur propre histoire et accepter les faits que leur vie entière économique est dépensée au service d'un petit cartel de prêteurs. C'est des citations, ça. Là. Alors, vous avez ici un autre article qui parle des banques centrales qui sont contrôlées, qui sont la propriété de la famille Rothschild. Et on dit que vous avez toutes les banques centrales du monde qui sont contrôlées par Rothschild, sauf 3 en 2011. En l'an 2000, il y avait 7 pays qui n'avaient pas de banque centrale contrôlée par les Rothschild. Il y avait l'Afghanistan, l'Irak, le Soudan, la Libye, Cuba, la Corée du Nord et l'Iran. Ensuite est venue l'attaque terroriste du 9/11, très très pratique, et puis très peu après, ben, vous avez l'Irak et l'Afghanistan qui ont été ajoutés à la liste des pays qui étaient contrôlés par les Rothschild, qui laissait seulement 5 pays sans banque centrale contrôlée par la famille Rothschild. Donc le Soudan, la Libye, le Cuba, la Corée du Nord et l'Iran. Maintenant, on sait comment rapidement la banque centrale de Benghazi, en Libye, a été mise sur pied. Alors, les seuls pays qui restent en 2011 sans banque centrale contrôlée par les Rothschild sont Cuba, la Corée du Nord et l'Iran. Et puis là, ben évidemment que ces spéculateurs monomaniaques de l'Ouest, via son allié Israël armé nucléaire, sont en train de maintenant frapper à la porte de la Banque centrale de l'Iran. Alors, soyez conscients de ça. Vous avez aussi un article excellent ici qui a été publié dans le Guardian que je vous invite à lire où on parle de cette corporation de Londres qui ne rend de compte à personne, cette organisation médiévale qui est maintenant mûre pour faire face maintenant aux projecteurs du public et puis où les manifestants devraient aller occuper. C'est le cœur sombre de la Grande-Bretagne, la place où la démocratie meurt, immensément puissante et également aussi libre. En fait, elle ne doit de compte à personne. Et puis, il y a peut-être seulement même pas un Britannique sur 10 qui a même une idée de ce qu'est la corporation de la Cité de Londres et de la façon qu'elle fonctionne. Alors, un article absolument important ici à aller lire, la Cité de Londres, qui est la seule partie de la Grande-Bretagne sur laquelle le Parlement n'a aucune autorité, un peu comme la même affaire à D.C. Washington, le District de Columbia, puis le Vatican, des trucs comme ça. Alors, des gens qui sont un État en tant que tel, une juridiction secrète, qui contrôle des réseaux de paradis fiscaux, ainsi de suite. Un État autonome à l'intérieur d'un autre, et qui cache une gang d'oligarques, de kleptocrates, de gangsters, de barons de la drogue. Alors, vous devez comprendre ça.
Un autre article c'est dont je vous parlais un peu, un associé de la Fed aux États-Unis, David Lang, qui admet que la Fed, la Banque centrale, est privée, paye des dividendes. Un article c'est du Guardian, intéressant, l'argent qui a été privatisé par manière détournée, si vous voulez, frauduleuse, la plus grande privatisation de l'histoire, n'a même pas été remarquée. Il est temps de reprendre le pouvoir de produire la monnaie des mains des banquiers privés. On dit que l'argent électronique constitue environ 97% de tout l'argent dans l'économie. Seulement 3% est encore de l'argent réel, cash, qui peut être touché. Donc, on dit que, écoutez, selon le Financial Times, ça fait Martin Wolf qui a déclaré, lui qui siégeait sur la commission indépendante sur le système bancaire, lui a déclaré que l'essence du système monétaire contemporain était la création de l'argent ex nihilo, ça veut dire de nulle part. Je veux dire, on crée de l'argent par ces fameux banquiers privés. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous répète depuis des années ici sur l'autre monde. Quand vous allez emprunter de l'argent à la caisse, à la banque, ces gens-là, ils vous passent pas d'argent dans le coffre-fort. Il écrit un chiffre, là. Il crée de l'argent. Sauf que c'est de l'argent en dette. Vous devez comprendre ça, là. OK? La banque, elle écrit simplement les chiffres dans votre compte, créant de la monnaie toute neuve qui peut maintenant être dépensée. Et puis, comme les banques, vous avez d'autres banques aussi qui font la même affaire, exactement la même affaire. Donc, vous avez la quantité d'argent dans l'économie qui grandit. Donc, parce qu'évidemment qu'à chaque emprunt, à chaque hypothèque d'argent, crée de la nouvelle argent, mais qui aussi pousse. Évidemment, ça donne l'expansion de la masse monétaire, ça fait l'inflation, ça fait monter les prix des maisons. Juste un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, et puis ça force évidemment chaque acheteur conséquent, subséquent, à emprunter de plus en plus des banques. Et puis là, n'oubliez pas que il y a 30 ans, on achetait une maison ici à Montréal, 24 000 $, un petit bungalow normal. Calculez les intérêts, 7% sur 24 000. Quand on dit qu'au bout d'un paiement sur 20 ans, 25 ans, on repaie une maison 2 ou 3 fois, hein, donc on sait pas mal tout ça, là. Au bout de 25 ans, on sait qu'avec les intérêts, on a repayé la maison. Mettons qu'on a payé 100 000 $, ben, au bout de 20-25 ans, on a payé 200-300 000. Sur une maison de 24 000 il y a 30 ans, ben, on repayait peut-être 50, 75 000. Ben là, les gens doivent acheter des maisons de 250 000, un quart de million. Alors, ils doivent rembourser 500 ou 750 000. Imaginez l'argent. Alors, évidemment, les banquiers sont bien contents de ça. Et puis, à travers ce processus de création de la monnaie, les banques ont été capables de donner de l'inflation, en fait, de faire gonfler la masse monétaire à un taux d'environ 11,5% par année, évidemment poussant les prix des maisons, des habitations, et puis les portant hors de portée pour, évidemment, des générations entières. C'est ça qui est le cœur du problème. Et puis, écoutez, il y a vraiment question de se demander si le système financier est en train de tomber au complet, cet argent de papier. Parce que là, ça a l'air que l'Italie va faire défaut. Et puis que, évidemment, que lorsque l'Italie va faire défaut, ça va faire paraître les problèmes de la Grèce comme un petit pique-nique d'après-midi du dimanche. Parce que, évidemment, que l'Italie, c'est une des économies les plus importantes de la zone européenne. Alors, on peut s'attendre à des temps assez difficiles. Puis là, comme je vous parlais la semaine passée, ben là, on a remplacé Berlusconi et puis Papandreou, donc les présidents de la Grèce et de l'Italie, par des gens de la finance, des gens de Goldman Sachs. C'est comme ça qu'on est en train de préparer un coup d'État financier, alors qu'on devrait être au troisième millénaire puis se libérer de ce joug de ces banquiers, de ces financiers internationaux privés. On se dirige tout droit vers une confrontation, malheureusement. Espérons qu'elle soit pacifique, mais il semble que ces gens-là ne lâcheront pas prise. Et puis, ça peut avoir des conséquences assez troublantes.
mais on fait face à un écroulement, évidemment, du système bancaire international. Et il devient de plus en plus difficile d'éviter une révolution sanglante. C'est sûr que si l'Europe se dissout, eh ben, le party est vraiment fini, là. On parle de comment on appelle ça, de bank run. Alors, j'ai oublié le terme en français, en fait, c'est les gens qui se précipitent à la banque pour retirer leur argent en Europe. Vous savez, de plus en plus de rumeurs de gens qui, évidemment, on essaie de pas trop en parler dans les médias, mais vous avez de plus en plus de personnes qui retirent leur argent des banques. Vous saviez même un mouvement aux États-Unis qui était parti pour demander aux gens de retirer l'argent des banques, et puis ça fonctionnait tellement que vous avez des gens, des banques qui se sont mis même à genoux pour demander à leurs épargnants de ne pas le faire, de ne pas retirer leur argent. Vous avez des quantités d'argent énormes qui ont été retirées déjà, des gens qui ferment leur compte en banque. Façon de protester contre ces banquiers. Donc, écoutez, vous avez des gens qui parlent, qui osent parler sur la situation européenne, et puis la vérité que les riches en Europe sont en train de retirer leur argent très rapidement, le plus rapidement qu'ils peuvent. Alors, si les riches sont en train de se préparer puis de retirer rapidement leur argent, imaginez ce qui est la meilleure chose à faire pour vous. Donc, voilà, vous avez le chairman de la Commission trilatérale européenne et puis les Bilderberg qui mènent l'Italie après la crise de Berlusconi, alors Reuters parle de ça. Chef économique Willem Buiter parle d'une banqueroute italienne ou espagnole pourrait arriver dans quelques jours. Alors, on s'attend de quoi d'assez grave là, dans les prochains temps à venir là, qui s'en vient. On parle des prochains jours, prochaines semaines en Europe, qui pourra entraîner évidemment les banques américaines parce qu'ils sont extrêmement exposés à la dette européenne. Vice-versa aussi. La Fed qui est maintenant le plus grand propriétaire de la dette américaine qui surpasse la Chine. Une dette du gouvernement fédéral qui excède les 15 trillions de dollars pour la première fois. Des chiffres absolument incroyables comme ça. Donc on finance la dette, on monétise la dette. Et puis ça compte pas les 47 trillions de dollars et possiblement plus d'argent qui a été emprunté, dépensé pour couvrir les pertes causées par la fraude des mortgage-backed securities, alors les subprimes, les fameuses primes hypothécaires à haut risque. Okay? Bush qui lui a poursuivi en cours moins de crimes financiers que sous Bush. Imaginez, et Clinton. Alors on commence à s'ennuyer de Bush, n'est-ce pas? Petite farce en passant. Donc, écoutez, là, plusieurs nouvelles comme ça qui parlent une agence de pension qui va peut-être demander un plan de sauvetage, 44 millions de dollars, on n'arrive plus. Vous avez ça, c'est une agence fédérale qui assure les pensions pour un Américain sur 7 qui a mené en fait le plus large déficit l'année dernière de son histoire de 37 ans. Ça s'appelle le Pension Benefit Guarantee Corps. Ils sont 26 milliards de dollars d'imbalance là, dans le rouge pour le budget de cette année qui s'est terminé le 30 septembre. Alors les obligations dans les pensions qui ont monté de 4,5 milliards de dollars. On n'a pas cet argent-là pour payer. Vous avez le US Postal Service, donc les services de poste, qui ont déclaré qu'ils ont perdu 5,1 milliards de dollars, 5,1 milliards de dollars l'année passée. Donc on a possiblement 130 000 jobs qui vont être coupés. Donc écoutez, là, c'est assez hallucinant, là. Et puis, là, vous avez toutes sortes de nouvelles comme ça qui montrent que, évidemment, vous avez une grande marge de jeunes en Grande-Bretagne qui n'arrivent pas à se trouver de l'ouvrage. C'est à peu près 30 à 40% des jeunes en Angleterre n'arrivent pas à trouver de l'argent. On leur demande même de travailler sans paye. On a des nouveaux programmes. On demande aux jeunes de travailler pour absolument rien jusqu'à 8 semaines. Ah ouais. Voilà qu'on est en train de devenir des esclaves. Voilà. Des gens qui ont déclaré donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort. Patrick Henry, le 23 mars 1775. Ah oui, c'est ça que je vous disais un peu plus tôt. Les Américains se sont battus pour se libérer de ce système-là qui était à Londres, en Angleterre. Ben là, c'est en train de revenir. Hein? Les gens qui sont complètement addicts à l'argent
ne sont pas capables de s'en passer. Ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent, ils veulent toujours plus d'argent. Alors, le gouvernement qui a déjà déclaré la guerre contre son propre peuple pour protéger Wall Street. Voilà, on a même accusé, puis ça on va en reparler plus la semaine prochaine, mais on a même accusé, écoutez, les protestants, pas les protestants, je devrais pas dire ça, les manifestants de Wall Street un peu partout à travers le monde, dont à Wall Street, de vermine, de rats, de pauvres, de pouilleux, de drogués. On leur a frappé d'en face, on a rentré dans le tas, poivre de Cayenne, vous allez voir plusieurs nouvelles à propos de ça. Des gens qui étaient assis, des étudiants qui manifestaient la hausse des prix d'éducation. Ils étaient assis à terre, ils faisaient absolument rien. La police, elle arrive, elle les asperge de gaz, de poivre de Cayenne, et puis directement dessus, comme c'était des coquerelles qu'on essaie d'exterminer. Réellement, là, ça fait dur. Ça fait dur. Toutes sortes comme ça de manipulations. On essaie vraiment de démoniser le mouvement. Et puis, écoutez, c'est sûr que ça fait peur à l'élite. Donc, plusieurs nouvelles comme ça. Vous allez voir la dette européenne, qu'est-ce qui est dû à qui. Vous allez voir que tous les pays se doivent plein d'argent. Tout le monde se doit plein d'argent. Il n'y a personne qui a d'argent. C'est encore l'exemple là, du bateau avec 11 trous puis 10 bouchons. Là. On tire un bouchon à une place puis on le remet à une autre place. Là, on parle de la Turquie puis de la France maintenant qui est menacée. Donc, plusieurs articles. Vous voyez, c'est pas juste l'Italie puis l'Espagne. La zone européenne au complet. Puis là, vous allez découvrir dans un dernier article que je vais vous laisser trouver. Ça s'appelle La conquête de l'Europe par le calamar vampire Goldman Sachs. Puis là, plusieurs articles, vous allez voir. Goldman Sachs sont partout. Ils sont partout. En Irlande, en Belgique, en Allemagne, en Grèce, en Italie, en France. Vous allez voir dans les plus hautes sphères économiques et même à la tête du pays, les gouvernements sont contrôlés par Goldman Sachs. Ils sont partout. Ils sont partout. Ça pour donner des conseils au gouvernement ou carrément en place décisionnelle, autant que premier ministre que ministre des Finances. Et puis, c'est partout. L'hydre de Goldman Sachs se retrouve à la tête de plein de grandes nations et puis en prennent contrôle. Donc, vous devez absolument comprendre cette prise, ce coup d'État vraiment des financiers internationaux. Donc, la conquête de l'Europe, oui, et du reste du monde. Une autre vidéo ici, Goldman Sachs et puis les francs-maçons, la commission trilatérale ont pris de contrôle l'Europe. Donc, une autre vidéo ici à voir. Et puis là, on arrive avec le Vatican qui parle d'un gouvernement mondial, d'une monnaie mondiale, et puis un chef européen qui dit que le temps est venu maintenant pour une Europe fédérale, un super État. On veut créer un super État européen. Et puis là, voilà, on arrive avec votre gouvernement mondial. Voilà la gang du New World Order. Donc, bienvenue dans ce monde, chers amis. Donc, voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Donc, ça vous donne un peu un topo. Revenez-nous la semaine prochaine. On va continuer de parler de toutes ces affaires-là. Ça continue de se développer. On va essayer de faire une pause un peu là, du reste des nouvelles de l'actualité un peu partout dans le monde, puis vraiment se concentrer sur l'économie, parce que là, ça va être encore là le dossier important à vraiment bien maîtriser pour les temps à venir, chers auditeurs. Alors, on se quitte sur ça. C'était François Marchand pour l'autre monde. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.